Bonjour Charlène, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Je suis très 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 contente de te recevoir aujourd'hui. J'avais très envie de papoter avec toi sur un sujet qui est un peu nouveau parce que j'ai pas encore interviewé de prof à ce sujet-là. Donc merci beaucoup pour d'avoir accepté mon invitation. Ben merci, c'est moi qui te remercie, c'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi d'être Ben, je suis ton invité. très contente, très 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 contente. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te présenter, dire un petit peu qui tu es, etc. Et puis on va parler aussi de ton parcours en tant que prof et aussi ton évolution en tant que prof indépendante parce que si l'audience ne le sait pas, tu es maintenant à ton compte à 100%. Et donc on aimerait bien, voilà, je pense que ce serait intéressant de savoir un petit peu comment tu as fait le passage un petit peu entre prof normal, on va dire, prof lambda et prof indépendante. Donc si tu veux bien, c'est à toi. Très bien, donc je m'appelle Blandine, j'ai 38 ans et j'habite à Cordoue, dans le sud de l'Espagne, depuis bientôt 5 ans maintenant, avec ma petite famille, avec mon mari et mes deux enfants. Voilà, donc en France, j'étais professeure des écoles. Voilà, donc j'ai passé mon concours en 2010 et puis j'ai enseigné d'abord du côté de Nantes et puis après dans la région à côté de Lyon, entre Lyon et Grenoble. Mhm. Et voilà, en fait, on est parti vivre à l'étranger en Espagne donc en 2019 avec ma petite famille. On a une occasion professionnelle qui s'est présentée du côté de mon mari en fait et on a sauté dessus parce que c'est un projet qui nous est vraiment très envie. Et T'as pas voilà, eu on a peur toujours de envie partir de. comme ça? Oui et non, c'est vrai que moi j'avais fait une année d'Erasmus en Ok, Espagne ouais. pendant mes études. Lui aussi, il avait fait un stage de fin d'études à Valence et voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous a envie depuis longtemps. Bon, c'est Donc cool. voilà. Donc oui, il y avait forcément de la peur et de l'appréhension parce que bah, partir quand t'as 20 ans et que t'es étudiante, c'est une chose, mais partir avec deux enfants, dont un bébé de 3 mois, c'en est une autre. Ah ouais, il était petit, ouais, Ah oui, quand il vous était êtes tout parti. petit. Ah Mais ouais. ça va, ça s'est très bien passé. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, professionnellement parlant, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je savais que j'avais besoin d'une pause, j'avais besoin de souffler. Parce que c'est vrai que les années d'éducation nationale ont été assez fatigantes, Hmm. pour pas dire épuisantes. Et voilà, je savais pas ce que je voulais faire, si j'avais envie de me reconvertir, de changer, ou d'enseigner, mais dans une autre structure. Voilà, je savais juste que j'avais besoin de souffler et de m'arrêter un peu. Et puis c'est vrai que ça tombait bien parce que j'avais donc un petit qui avait 3 mois, donc je m'étais donné 6 mois pour m'occuper de lui et me poser un peu. Et donc on arrive là au printemps, donc au printemps 2020. Et j'étais prête tu vois, à reprendre le chemin du travail. Et là, ben, que s'est-il passé? Le confinement. Ouais. Voilà, il y a eu l'épidémie de Covid-19. Et là, c'est vrai que je sais pas toi où tu étais à ce moment-là, mais en Espagne, J'étais à Barcelone, ouais. ça a été très Ouais, ouais, ouais. strict. Les conditions Oui, ouais, de ouais. confinement étaient horribles. Enfin, voilà, tu vois, par exemple, en France, je sais pas, tu pouvais sortir avec tes enfants, tu pouvais sortir 1 heure dans un rayon de 10 kilomètres, je sais pas Hmm. quoi. En Espagne, c'était rien, quoi. Non, non, Ils rien pouvaient du tout. pas, même pas une sortie au supermarché. Ouais, On est resté vraiment enfermé dans l'appartement ouais, ouais, c'était pendant pratiquement atroce. 2 mois. C'est vrai. Donc voilà, donc j'étais enfermée, bah, on était dans le salon, en appartement, avec les deux petits, mon mari en télétravail dans la chambre. Waouh. Donc ça a été compliqué. C'est vrai que quand on est arrivé, donc comme tu disais, fin mai, début juin, les restrictions ont commencé à s'alléger un petit peu. Et là, j'ai eu un espèce de besoin urgent de travailler, de me remettre au travail. Et autant, tu vois, j'avais désiré ma pause, autant Hmm. la reprise C'était suffisant, quoi. était désirée aussi. Ouais, je comprends. Parce que j'avais besoin d'être autre chose qu'une maman, quoi. J'avais besoin Hmm. de sortir de ça et voilà, de reprendre une activité professionnelle. Donc voilà, donc j'ai commencé à chercher du travail, à regarder dans les écoles, dans les collèges, les lycées, les écoles de langue
pour déposer quelques CV. Et c'est vrai que j'ai compris rapidement que ça allait être compliqué, que c'était pas une période très facile après tous ces mois de confinement, etc. Économiquement, c'était une période un peu compliquée. Mm. Et donc, je me suis dit, voilà, je suis pas de nature très patiente. Donc, je me suis dit, si la solution vient pas des autres, faut qu'elle vienne de moi. Donc, j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de me mettre à mon compte, en fait, et de travailler comme prof indépendante. Donc, j'ai commencé par écouter des podcasts, à suivre des comptes Instagram. Ça m'a donné envie, ça m'a un petit peu ouvert la voie. Et donc, voilà. Donc, en septembre 2020, je me suis mise à mon compte. Je suis devenue indépendante ici, en Espagne. Ok. Voilà. Et Et donc ça là, t'as pas fait quelque chose de passer d'un poste de professeur oui, vraiment attitré à ouais, l'éducation ouais, nationale en France, partir en Espagne pour suivre ton mari et du coup mm, te retrouver à un moment donné où tu as besoin de retravailler et te dire, ouais, et mm, maintenant quoi? oui. T'as pas ressenti Ah une bah oui, oui, certaine, c'est vraiment ouais, c'est un un changement vertige, quoi? énorme de Hmm. statut, quoi. Ouais, Parce ouais, que ouais. tu as la sécurité de l'emploi, tu as un statut de Hmm. fonctionnaire avec le même salaire tous les mois. Ouais, Et puis, tu passes d'un coup à un statut d'indépendant. Oui, c'est un grand saut dans le vide. Et c'est vrai que, comme je te disais, sur le moment, j'y suis allée un petit peu tête baissée, honnêtement. J'y ok. suis allée un petit peu tête baissée et j'ai commis beaucoup d'erreurs que font beaucoup de profs indépendants, je pense. Donc, tu vois, j'ai voulu proposer des cours de français à tout le monde. Donc, j'ai proposé donc des cours de français pour des enfants. J'ai fait des ateliers de français pour des enfants ici en présentiel. J'ai aussi donné des cours, je me suis inscrite sur des plateformes, donc pour compléter, hein, tu vois, Bien j'ai donné sûr. des cours à des adultes qui préparaient le DELF, le DALF, en ligne. J'ai même fait un peu de domicile. J'ai fait quelques heures par semaine dans une école de langue ici Hmm. en tant que salarié, pareil, pour compléter, tu vois. Je me suis retrouvée avec beaucoup de préparation parce que j'avais des enfants, des adultes, tu vois, je passais d'enfants de 7 8 ans à des adultes qui passaient le C1. Ouais, non, c'est clair. C'est pas la meilleure. C'était le grand écart, quoi. Ouais, Personnellement, je sentais que je m'épuisais, en fait. Je d'accord. m'épuisais, je retombais dans les mêmes travers que quand j'étais professeur des écoles, en fait. Du coup, tu as fait le pari, disons, entre guillemets, de choisir Mm. les enfants comme élèves vidéo. Ouais, Et c'est en fait, je voulais en parler avec toi aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de profs, tu vois, qui viennent vers moi et qui me disent, moi, j'aimerais beaucoup enseigner à des enfants, mais je sais pas comment axer ma communication parce que on le sait, c'est pas les enfants qui vont payer tes cours, c'est les oui, parents qui vont payer tes cours. Donc forcément, il y a un peu un shift à faire à ce niveau-là. Là, c'est différent de communiquer à des parents quand on veut enseigner à des enfants que à des adultes quand on veut enseigner à ces mêmes personnes. Donc moi, j'aimerais mm, bien que tu nous parles de ça aujourd'hui. Comment est-ce que ta réflexion, elle s'est faite et aussi comment est-ce que ça se passe dans ta communication au quotidien? Parce que forcément, les personnes qui doivent sortir les cartes bleues, c'est les parents, c'est mm. pas les enfants. Donc Oui, comment est-ce que tu t'en sors à ce niveau-là? Comment est-ce que tu fais ça? oui. Oui, comme tu le dis, effectivement, c'est le résultat d'une réflexion. Problème. Donc, effectivement, donc je m'adresse à des familles francophones, c'est-à-dire françaises ou belges, par exemple, qui vivent à l'étranger. Et ma communication est axée sur le maintien du français quand on Mm. vit à l'étranger, le maintien du français chez les enfants. Parce qu'on sait que autant, tu vois, un enfant, par exemple, il va très vite apprendre la langue du pays, il va se sentir très à l'aise rapidement avec la langue du pays, mais maintenir le français à la maison, ça, c'est Une un autre tout autre histoire. chose. Mm. En fait, j'axe ma communication sur cette problématique, justement, de comment faire pour maintenir un bon niveau de français à la maison quand on vit à l'étranger. Comment c'est venu, en fait, déjà, parce que moi, je le vis au quotidien C'est en ça. vivant à l'étranger avec mes propres enfants. Et puis, c'est aussi en observant un petit peu les familles françaises autour de moi qui vivent ici. J'ai compris, en fait, que elles ont beaucoup de mal donc, à maintenir le français à la maison. Elles ont deux types de problèmes. Soit les enfants comprennent le français, mais ils répondent dans la langue du pays, Mm. qui est très fréquent et Mm. très frustrant. Soit ils répondent, ils parlent bien, ils parlent très bien, ils répondent très bien en français, mais ils ne savent pas l'écrire. Ils n'apprennent pas à l'écrire dans leur école. C'est le cas de mon enfant, par exemple. Mes enfants, ils apprennent à écrire, ils sont dans une école espagnole, donc ils apprennent à écrire en espagnol, mais ils savent pas du tout écrire en français. Ouais.
donc voilà, j'ai compris que cette problématique-là, c'est même un point de douleur pour certaines familles. C'est parce que il y a une certaine culpabilité, il y a une certaine impuissance parce on s'imaginait que ah, bah, le bilinguisme c'est facile, ça coule de source, les enfants c'est des éponges, etc. Mais en fait non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et les familles souvent elles culpabilisent, et elles savent pas vraiment à qui s'adresser. Donc j'ai décidé de d'axer ma communication là-dessus, sur cette problématique-là, de montrer que je comprends cette problématique-là et que je peux essayer d'y répondre. Voilà. Ok, c'est super. Moi, j'aime beaucoup ton projet, je te l'ai toujours dit, parce que je trouve que c'est un truc assez enfin, innovateur. T'es pas la seule sur Terre qui fait ça, mais Non. c'est pas courant, tu vois, qu'un prof Mm, indépendant veuille se lancer dans une telle entreprise mm, et mm, comprenne foncièrement les problématiques, les douleurs mm, de ces familles. Et comme mm, je le dis très, très, très souvent, on est souvent notre propre élève idéal, donc tu comprends mm. exactement, en fait, ce que Ah comprennent mais ces... complètement, N'est-ce pas? complètement. Mm. Et tu vois, il y a vraiment comme je te dis, non, je vais pas utiliser le mot souffrance, c'est trop dur, mais il y a vraiment des situations familiales qui sont vraiment compliquées. Hmm. Et parce que on touche à la langue maternelle, parce qu'on touche à des choses très profondes. Ouais, ouais, Voilà. carrément. Ouais, ouais, c'est pas évident. Et du coup, comment tu les trouves, ces personnes-là? Comment est-ce que toi, tu te rends visible? Quelle est un petit peu ta stratégie derrière tout ça pour trouver des élèves, pour arriver à toucher ces familles qui ont ce besoin-là, mais qui, quelquefois, en fait, savent juste pas vers qui se tourner? Comment Mhm. est-ce que tu te rends visible au quotidien? Qu'est-ce que tu fais en général? Alors j'essaye donc là, mon école, elle est assez récente, et ce que j'essaye de faire pour l'instant, c'est qui marche plutôt bien, c'est les groupes Facebook. Je suis sur Facebook parce que voilà, déjà au niveau de la tranche d'âge, c'est vrai que les parents ont entre 30, 40, voilà, ils sont dans la trentaine, quarantaine, donc ils sont beaucoup sur Facebook, et il y a beaucoup de groupes de Français. Par exemple, tu tapes, je sais pas moi, les Français à Tokyo, les Français à Hmm, Melbourne, et on trouve assez facilement des Français comme c'est ça. vrai. Ouais. Voilà, ça marche plutôt bien. Je suis aussi sur Instagram parce que c'est un réseau social qui est plutôt féminin, et ce sont souvent les mamans qui viennent vers moi, qui me Ouais, contactent. j'imagine, ouais. Hmm. Voilà. Je suis aussi sur un réseau de professionnels de l'expatriation. Et puis voilà, je fais aussi des vidéos avec une fois par mois avec une spécialiste du bilinguisme qui voilà, on s'est bien trouvé parce elle a la même cible que moi, plus ou moins, et mais en même temps on n'est pas concurrentes, on fait deux choses très différentes. Elle n'est pas prof, elle n'est pas enseignante, elle est plutôt dans le coaching, elle s'adresse plutôt aux parents, et voilà, donc on essaye voilà, de se rendre, enfin j'essaye en tout cas de me rendre visible comme ça. Et est-ce que tu sens Euh, que ça porte ses fruits? Est-ce que tu sens que tous ces efforts-là te font être visible auprès de ces familles-là? Écoute, pour l'instant, oui, c'est vrai que, alors ça peut paraître étonnant parce que j'ai pas beaucoup de followers. Mon compte Instagram, tu sais, il est pas très grand. Je crois que j'ai même pas 500 Non, mais ça followers veut sur rien dire, hein. Instagram, par exemple. Ça veut rien Mais dire. effectivement, là, tu vois, pour l'instant, tu vois, j'ai franchi la barre des 20 élèves en même pas un an, et par rapport à mes objectifs, moi, que Ouais, je m'étais ouais, fixé pour cette première année, je suis hyper contente. Donc pour l'instant, ça me convient. top. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. Tu vois, je suis pas hyper régulière sur Instagram, par exemple. J'ai beaucoup de mal à être régulière. LinkedIn aussi, j'aimerais beaucoup être présente sur LinkedIn, mais pour l'instant, c'est un no man's land, hein, Ouais, ouais, c'est pas ma page évident. sur LinkedIn. Hmm. Mais bon, je sais qu'il y a plein de choses à améliorer, mais pour l'instant, ça va. Par rapport aux objectifs que je m'étais fixés cette année, là, Pour l'instant, ouais, ça tu me va. t'as atteint. Et tu prends ces élèves-là en individuel ou en groupe? Je fais des petits groupes. Je fais des Ok, petits groupes de quatre. Pourquoi? Parce que l'individuel, pour avoir déjà fait des cours particuliers à des enfants, je suis pas, enfin, c'est pas pas un truc qui évident. me, Ouais. c'est compliqué de faire parler un enfant comme ça pendant une heure. Des fois, il y a des enfants très timides qui ne parlent presque pas. Hmm. Et, moi, j'aime bien la dynamique du groupe.
j'aime bien la dynamique du groupe, j'aime bien la coopération, j'aime bien les interactions. Et je trouve que quatre, c'est l'idéal. Voilà. Ouais, c'est cool. Et puis des fois, ce que je trouve qui est chouette, ce que tu fais sur ton compte Instagram, c'est que tu lances comme des candidatures, on va dire, et tu dis, ben, je vais ouvrir un groupe pour Ouais. des enfants basés en Australie, je vais ouvrir un groupe pour les Mm, enfants basés en Corée slash Japon, mm. etc. Donc, enfin, pourquoi en fait tu veux mettre les enfants entre eux? Est-ce que c'est juste par souci d'organisation avec le décalage horaire ou est-ce que c'est juste pour que eux ils se sentent à l'aise aussi avec des personnes, enfin des enfants de leur même nationalité? Pourquoi est-ce que tu fais ça en général? Oui, c'est les deux en fait. C'est les Les deux, deux? c'est des Ok. questions d'horaire, de décalage horaire. Et aussi qui se sentent, voilà, qui se trouvent des points communs et qui se disent, Ouais. ah bah tiens, en fait, parce que des fois, il y a des enfants qui vivent dans des villages ou des petites villes et c'est les seuls de leur école Ouais, à être français ou à parler une autre langue. c'est En clair. fait, dans ces groupes, des fois, ils se rendent compte que, ah non, en fait, ils sont pas tout seuls dans cette C'est situation. clair. C'est top ça, c'est clair. Et tu fais aussi par tranche d'âge, c'est ça? Comme si on était Oui, à l'école finalement. oui, je fais par tranche d'âge. C'est vrai que ça me semble plus pertinent, en fait, de pas mélanger un enfant un petit qui a 6 ans, par exemple, avec un grand qui a 10 ans. Non, c'est clair. Et puis, Ouais. j'essaye aussi de faire des profils similaires. Donc, par exemple, je vais pas mélanger un enfant qui s'exprime parfaitement en français Ok, ouais. avec un enfant qui a plus de mal, qui comprend, mais qui a beaucoup de mal à répondre. Parce que souvent, il va se sentir, waouh, il va se sentir un petit peu complexé par l'enfant qui parle parfaitement. Et à Bien sûr. l'inverse, l'enfant qui parle parfaitement, il va peut-être un petit peu s'ennuyer ou un petit peu, ça va pas, enfin, les contenus vont pas être adaptés pour lui. Donc, j'essaye de vraiment les regrouper par Ok. profil similaire. D'accord. Et peut-être une dernière chose par rapport à ça, j'entends aussi souvent, il y a beaucoup de profs qui me disent que c'est pas évident d'enseigner à des enfants en ligne, etc. Alors moi, j'ai Mm, mon opinion parce que je l'ai fait pendant des années et je sais très bien qu'on peut très très bien le faire si on a nous-mêmes très envie de le faire et si on a mm, des bonnes techniques aussi. Mais il y a beaucoup de profs, tu vois, qui pensent le contraire, qui pensent que c'est impossible et que surtout aux âges où toi, auxquels tu t'adresses, enfin, en tout cas les petits, c'est difficile de capter un petit peu leur attention, etc. Qu'est-ce que mm, tu dirais à ces profs qui, ou n'osent pas le faire, mais qui ont mm, envie, ou ont mm. vraiment l'idée très, très claire dans leur tête que Ouais, c'est pas possible d'enseigner en ligne à des enfants de moins de 10 ans, quoi. Qu'est-ce que tu ouais. penses à ce Si, niveau-là? si, c'est possible. Il faut vraiment, il faut que le cours soit vraiment le plus rythmé possible. Exactement. Il faut vraiment avoir une préparation béton En et pas béton. d'improvisation possible. Et vraiment faire des petits temps. Il faut construire ton cours. C'est la méthode du sandwich, tu vois. Tu mets une première couche, donc un petit rituel qui dure 10-15 minutes. Après, le gros de la leçon, donc la notion que tu veux étudier. Mm. Et puis après, tu termines par une autre couche un peu plus rapide, une petite lecture, un petit truc. Il faut vraiment varier, faire quelque chose de rythmé et adapté, quoi. Adapté aux enfants. Donc, c'est là que le test, je fais un petit test de niveau et c'est là que Ok. faut vraiment que le cours et le groupe soient formés de façon à ce que les Homogène. contenus soient vraiment le plus pertinents possible pour eux. C'est clair. Et Voilà. adapté aussi au niveau du mood principal de la classe aujourd'hui. Parce Mm, que je pense que mm, vraiment une des qualités de l'enseignant à des enfants, c'est vraiment mm, mm. l'adaptabilité. Quelquefois, on a des enfants en face de nous où c'est pas leur journée, où ils sont hyper Ouais, dissipés, où ils n'ont pas envie de ouais, s'asseoir, où ils n'ont pas. Et je pense que c'est ouais, important aussi de s'adapter à ça, n'est-ce pas? ouais. Oui, il faut bien se dire qu'ils ont leur journée d'école Complètement. avant son cours. Parfois, il y en a même qui ont eu une activité qui reviennent de la piscine ou du Ah ouais, karaté juste avant. ouais, c'est clair. Donc, c'est pas évident. Après, voilà, ouais, il faut composer avec ça. Moi, il y a des fois où ben, je m'adapte et je sais que j'ai prévu quelque chose. Je sens qu'en face de moi, j'ai des Tu le enfants qui sens, sont ouais. pas du tout, c'est pas le moment, c'est pas le jour. Donc, tant pis, je trouve autre chose. Mm. C'est ça qui fait aussi Je la m'adapte. force de l'enseignant en Mm, ligne, je pense, enfin surtout à des enfants, c'est mm, savoir s'adapter, savoir comprendre aussi, avoir cette intelligence émotionnelle un peu, tu mm. vois, pour comprendre, pour capter Ouais, certains mm, signaux, parce que les mm. enfants, bon, il y en a certains, ils vont te le dire direct, mais il y en a Ouais, d'autres, ils vont se forcer, ils vont essayer, tu vois. ouais, Et des fois, je ouais, pense que le fait de les comprendre et de leur proposer autre chose, mm, ça les met aussi en ouais, confiance et ça leur permet de voir ouais, que, ah ok, bon, aujourd'hui, c'était pas ouais, oui, la exactement. journée, quoi, tu vois.
Oui, oui, complètement, complètement. Très intéressant. Est-ce que tu demandes aux parents qu'ils soient présents, par exemple, pour, je sais pas, pas peut-être des devoirs, mais est-ce qu'il y a une certaine, est-ce qu'ils doivent être un petit peu acteurs, un petit peu de l'apprentissage en dehors des cours ou pas du tout? Oui, 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 en fait, je leur demande, oui, oui, c'est vraiment important de les impliquer, D'accord. euh, parce que finalement, 1 heure par semaine, ça passe très vite C'est pas beaucoup, ouais. pour apprendre à lire, à écrire ou même pour initier un déblocage à l'oral, c'est vraiment essentiel que le parent soit acteur. Donc, il y a toujours une petite fiche de travail, D'accord. avec le cours, en fait, voilà, pour faire le lien avec la famille. Et voilà, ouais, ouais, c'est C'est un hyper travail important. d'équipe, hein, comme on dit, hein. Ouais, C'est clair. ouais, ouais. Ok, très très bien. Ok, parle-nous un petit peu de ouais, de tes projets futurs. Qu'est-ce que tu aimerais mettre en place? Parle-nous aussi, ben voilà, de comment est-ce que tu fonctionnes au quotidien, etc. en termes d'entreprise. Et on l'a pas évoqué, mais tu as fait partie de l'école des profs, qui est mon programme d'accompagnement pour les profs indépendants. Oui. Et j'aimerais bien, bah, petit instant promo, que tu nous dises un petit peu ce que tu as réussi aussi à mettre en place grâce au programme, grâce à Mm, l'accompagnement, grâce complètement. à tout le groupe. Ouais. Voilà. Parle-nous un petit peu de tes projets futurs, mais aussi ce que tu as réussi à mettre en place Ok. avec l'école des profs. Ah bon, alors, mes projets futurs, c'est de continuer à voilà, atteindre le nombre d'élèves que je me suis fixé pour me dégager un salaire correct, tout simplement, Carrément. parce que c'est le nerf de la guerre. Complètement. Même si c'est un métier passion, etc., à un moment donné, on peut pas ne pas se dégager un salaire digne et correct. Donc voilà, c'est mon objectif pour l'instant, continuer à développer mon école et atteindre un nombre d'élèves pour vivre correctement de ce métier. Comme je te disais, je passe d'un statut de fonctionnaire à un statut Ouais, d'indépendant et je le fais pas non plus à n'importe quel prix. Donc bien voilà, sûr. C'est clair. Non, non, continuer carrément. à développer voilà, gagner une sérénité économique, moi. Et puis continuer à ouvrir des groupes. J'aimerais bien, bah, tu vois, ouvrir d'autres groupes et aussi déléguer, faire appel à, voilà, à collaborer avec d'autres enseignants pour ouvrir d'autres groupes dans des zones horaires que je ne peux pas atteindre, par exemple. Tu Ouais, vois, c'est ça. la zone de l'Amérique, par exemple, l'Amérique du Sud. Mm. Voilà, donc voilà, continuer à me développer moi et puis à déléguer, commencer à déléguer à d'autres professeurs. Et puis voilà, sur ce que j'ai mis en place, effectivement, j'ai suivi ta formation, comme je le disais au début. Je suis arrivée à un point où voilà, je suis rentrée un petit peu tête baissée dans ce statut d'indépendant et je me suis beaucoup éparpillée, beaucoup épuisée. Et ta formation m'a vraiment aidée à me recentrer, à faire le tri et à vraiment à gagner en clarté, en Mm. sérénité. Donc ça m'a aidée en fait à poser les bases de mon école, à définir mon élève idéal. À me positionner par rapport aux autres qui proposent déjà des cours pour les enfants expatriés. Ça m'a permis aussi voilà, de définir mes tarifs, définir mes offres, définir des conditions de vente, et puis vraiment trouver des élèves par moi-même et sortir des plateformes, être vraiment, voilà, trouver des élèves par moi-même et sans m'éparpiller. Top. Et j'imagine aussi que ça t'a aidé à savoir comment communiquer parce qu'au début, on le disait, Oui, tu communiques mm, à des parents, à des adultes mm, mm, qui ne sont pas les personnes qui sont dans tes classes. Donc, oui, il faut mm, trouver toujours enfin, une autre façon de communiquer, un autre argument mm, finalement. Et c'est toujours un petit peu la difficulté, je pense, pour les profs qui se lancent parce qu'ils savent pas comment mm, faire. Comment est-ce que je mm. communique à des personnes qui vont se faire que payer finalement le cours? Oui, oui, oui. Est-ce que ça, l'école des profs, ça t'a permis, tu vois, de trouver un petit peu ces problématiques, ces points de douleur des Ah oui, oui, familles? complètement. D'accord. Complètement. Complètement. Parce que voilà, j'ai axé vraiment ma communication sur, voilà, les parents ont une problématique, comment moi je peux y répondre. Et voilà, ça a été vraiment le pilier, la base de toute la communication. Mm, mm. Top. Trop bien.
Dernière petite question. Quel conseil tu donnerais à un prof qui souhaite aussi enseigner aux enfants du coup en ligne, Oui, mais ne sait pas comment communiquer sur Internet? Parce que généralement, on le sait, les profs, on sait très bien enseigner, on est d'excellents enseignants, mais comment on communique sur Internet, comment on se rend visible, etc., on sait plus. Donc, qu'est-ce que tu oui. leur conseilles de faire? Qu'est-ce que tu leur conseilles de faire à ces profs-là, du coup? Alors moi, mes conseils vraiment, c'est de mets-toi à la place d'un parent. Carrément. Dis-toi, voilà, pourquoi mon enfant a besoin d'apprendre le français. Donc réfléchis à ces problématiques, que ce soit du FLE, c'est-à-dire vraiment le français comme langue étrangère à un enfant, par exemple, qui voit ça comme un loisir, une activité extrascolaire, ou du FLAM, c'est-à-dire vraiment un besoin de transmettre sa langue maternelle, il y a toujours une problématique derrière. Donc réfléchis à comment toi tu peux répondre à cette problématique, qu'est-ce que ton expérience, qu'est-ce que ton expertise peut apporter à ces parents-là. Donc concrètement, ne publie pas de contenu lié à la langue française en elle-même. Enfin, je sais pas, un post sur les couleurs en français ou le présent l'indicatif au premier groupe, les verbes du premier groupe. Bah, c'est très bien, mais tu réponds pas à la problématique des parents. Tu vas attirer des profs qui cherchent des ressources. Alors c'est très bien, hein, c'est très flatteur de quand d'autres enseignants te disent ah c'est super, j'aime bien, mais c'est pas ce n'est pas ton élève idéal. Donc, ne publie pas de contenu lié à la langue française en elle-même, mais vraiment sur les problématiques des gens. Un autre conseil aussi, fais attention aux termes d'experts, aux mots trop compliqués pour les parents. Ouais. Par exemple, moi, tu vois, je fais du flam, du français langue maternelle, mais tu verras jamais ce mot dans ma communication, dans mes hashtags, parce que la plupart des parents ne savent pas ce que c'est, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et ça peut rebuter aussi, ça peut faire peur. Oui, Hmm, oui. carrément. Euh, Pareil sur le bilinguisme, je fais attention aux mots que j'utilise quand je parle du bilinguisme. Ouais. Voilà. Et éviter des mots d'experts et garder des mots simples que les parents comprennent. Et un dernier conseil aussi, et je pense que c'est le plus important, il faut vraiment, si tu t'adresses à des parents, tu dois inspirer la confiance, mais vraiment, parce que un parent va te confier son enfant, même si c'est pas pour de vrai, même si c'est pas en présentiel, il te confie son enfant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà se montrer, il faut montrer son visage. Tu peux pas te cacher derrière un avatar ou derrière un. Il faut vraiment montrer son visage. Je sais que beaucoup d'enseignants n'osent pas et n'aiment pas. C'est pas naturel de faire des selfies ou de faire des reels, mais il faut vraiment se montrer son visage. Je pense aussi que c'est une bonne idée d'investir rapidement dans un site internet parce que c'est quelque chose qui Hmm, rassure, ouais. c'est quelque chose qui fait professionnel et Aussi, voilà. ouais. Hmm. Et puis ne pas hésiter aussi, toujours pour inspirer confiance, ne pas hésiter à proposer un appel découverte ou une séance gratuite avec l'enfant. Pareil, je pense que ça rassure beaucoup et ça permet de voir un petit peu, voilà, de donner confiance et sans engagement. Et je sais que tu aimes pas trop les appels découvertes Ouais, mais je pense que pour gratuits, ton mais je pense que cas, c'est, dans ton cas, je pense que c'est nécessaire, tu vois, parce qu'il y a vraiment une oui, relation de confiance à mm, établir. Et en fait, il y a mm, trois acteurs. Il y a vraiment l'enfant, le parent, le mm, prof. Et je mm, pense que c'est très intéressant ce que tu dis. Le parent doit avoir entièrement confiance au prof. Donc, si on oui, commence comme ça, je pense que dans ton cas, c'est nécessaire. Tu vois, c'est pas tout blanc ou tout noir, mais je mm, pense que dans le cas des enfants, c'est quelque chose qui est intéressant à mettre en place. Ouais, je mm, pense aussi, ouais. Mm. Et puis toi aussi, tu dois savoir si tu connectes aussi avec l'enfant ou pas, parce que oui, il n'y a pas de oui, connexion, c'est compliqué, hein. oui, Super conseil, je pense que ça peut bien aider. Bah ouais, les profs ou qui n'osent pas, tu vois, ou qui savent pas comment faire finalement, parce que mm, et merci de l'avoir souligné au niveau des postes de la langue française. Je trouve que les profs de l'école des profs savent très bien ce que j'en pense, mais oui, c'est pas du tout un truc. Enfin, déjà, ça va attirer beaucoup de profs. Et donc, la majorité oui, des profs qui font ce genre de poste-là, la majorité de leur audience sont des profs. Et je le vois moi oui, très bien parce que les gens oui, qui commentent leurs posts, c'est des profs. Et c'est oui, super, on est trop contents et tout. Mais oui, bon, ça va pas nous faire vivre et ça va oui, pas nous faire rentrer de revenus à la fin du mois.
Ça, on s'en fout un peu. Oui, oui, ouais, je suis complètement d'accord. Et la deuxième chose, moi je dis tout le temps que en fait c'est du contenu qu'on peut trouver n'importe où, qu'on peut trouver dans Mm, n'importe quel livre de mm, grammaire, etc. Et mm, que c'est pas un truc, pour moi en tout cas, hein, c'est que mon mm, avis personnel, hein, qui c'est pas un truc qui va faire convertir mm, la mm, personne qui veut prendre des cours avec nous en mm. client. Oui, Alors que quand on parle de ses douleurs, de ses problématiques, de ce qui va pas dans sa tête, et quand on se met vraiment, et comme l'a dit mm, Blandine, à la place de mm, cette personne, ben, la personne en face de nous, elle va se sentir concernée, elle va dire, oh mais elle me mm, comprend. Donc c'est oui, cette personne dont j'ai besoin. mm, mm, Et je le vois moi très facilement. Il y a des, enfin j'en ai parlé 36 000 fois dans des contenus, mais il y a beaucoup de posts, de comptes sur Instagram de profs qui ont 100 000, 200 000, 300 000 abonnés et qui mm, font du français un peu plus généraliste avec des mm, posts type grammaire, etc., mm, vocabulaire sorti de son contexte, etc. mm, Et en mm, fait, moi je parle beaucoup avec ces profs-là et je me rends compte que c'est des profs qui n'en vivent pas, qui ont du mm, mal mm, à trouver ne oui, serait-ce que deux mm, clients. Donc, mm, ça prouve bien qu'il y a vraiment un effort à faire au niveau de la mm, mm, communication. Et je sais mm, que, encore une fois, c'est pas inné chez nous, chez les profs, mais il faut se former, il faut un petit peu comprendre en fait comment faire. Donc, c'est bien que tu le mm, mm. soulignes. Ah oui, complètement. Et je pense que si je n'avais pas fait ta formation, je serais tombée là-dedans. Alors que voilà, la formation m'a vraiment permis de comprendre que, il faut vraiment s'adresser à ses élèves idéaux Mm. par les problématiques et pas par des contenus de grammaire ou Mais des ça choses fait comme ça. peur, en fait, tu vois, de faire ça, parce que tu Oui, te dis, oh, le oui, plus simple, c'est que je fasse des conduits de grammaire ou de vocabulaire, mais oui, comment est-ce que je vais créer un poste mm, comme ça? Ça fait hyper peur parce que tu te sens mm, pas en confiance, en fait, tu vois, oui, oui. je sais. Oui, oui, et c'est pour ça, et c'est très important effectivement mais avant même d'ouvrir une page Instagram, avant même de commencer, c'est déjà d'interroger son élève idéal et voilà, de reprendre ses mots et de vraiment de comprendre ses problématiques et de réutiliser ses propres mots Complètement. pour que les autres se sentent compris. Ouais. 10 sur 10, Blandine, tu as très bien suivi. T'es une bonne élève. Parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y a des profs qui veulent échanger avec toi, peut-être? Oui, bah sur Instagram, l'école des petits expats, Ok. Instagram, Facebook et LinkedIn quand j'y vais. LinkedIn quand tu vas, mais plus sur Instagram, du coup, non, je pense. Et puis sur Instagram, oui. Ouais. Bon, je mettrai de toute façon le lien dans la description s'il y a des Mm, profs qui sont intéressés par ton parcours ou des familles, tu mm, vois, d'expats ouais. qui nous écoutent aussi. Pourquoi pas? Ça peut être Mm. intéressant. Très, très bien. Ben oui. Mais merci Super. beaucoup en tout cas. C'était un Ben plaisir non. d'échanger avec toi. Ouais, pareil, c'était très intéressant d'en savoir un peu plus aussi Mm, sur ton parcours, sur ce que tu fais un petit peu au quotidien. C'était hyper chouette. mm, Merci d'avoir partagé tout ça. mm, Vraiment, c'est très, 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 très chouette et j'espère que ça va mm. inspirer du coup des profs qui veulent faire quelque chose de similaire.